On avait une chanson qui retraçait la recette de l'aioli, en fait, en funky. Et au début même, c'était sur une reprise de James Brown. Ok. Tu vois, c'était pas Get Up, Get On Up, c'est aioli, 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 aioli. Et tellement cette chanson marchait bien que tout le monde nous appelait aioli. Et c'est Jean Rock, le premier, qui quand tu nous disais, oh les gars, aioli, demain à 19h, aioli, voilà. Et donc du coup, dans Saint-Tropez, pendant 6 mois, t'imagines, tout le monde nous appelait aioli. Salut, bienvenue dans Confidence. Mon invité aujourd'hui devait être policier à la base, c'était son rêve. Un petit problème de taille, il nous expliquera pourquoi l'en a empêché. Tant mieux pour nous, puisqu'aujourd'hui il est chanteur du groupe Aioli, humoriste et comédien. Mon invité c'est Yves Pujol. Salut Yves. Salut Eric. Merci d'être là collègue, puisque tu es aussi sur France 3 régulièrement. Écoute, avec grand plaisir, ouais. Avec Parlez-vous le Sud, cette émission qui nous parle des mots de chez nous. Ouais, qui cartonne. Hein. On a plus de 60 millions de vues cumulées sur Facebook, c'est énorme. Énorme. C'est énorme. Redis-moi le chiffre. 60 millions. 60 millions de vues cumulées, ouais. avec cette séquence qu'on retrouve également sur ici Provence-Alpes-Côte d'Azur. Exactement. Maintenant. Alors, les confidences. Alors, on va commencer par ton enfance. Ouais. À la maison, qui sont papa, qui sont maman? Tu m'as parlé de good cop et bad cop. Oui, alors moi j'avais des parents pieds noirs, donc tu vois les parents pieds noirs, donc on est dans la Méditerranée, donc avec les années 60, donc tu as le père qui était assez autoritaire et la mère qui était assez dans l'affectivité, dans l'affection, tu vois, dans la tendresse, et le père qui était l'autorité. Voilà, on a bien j'ai grandi là-dedans, quoi, mais voilà. Comme beaucoup de Méditerranéens, quoi. Ah oui, alors tu parles de Méditerranéens, mais alors moi j'ai lu sur ton CV, Yves Pujol, malgré cet accent marseillais, né à Lille. Oui, c'est un accident, ça? Voilà. Alors, je n'ai pas un accent marseillais, j'ai un accent toulonnais. C'est pas le même. Comme disait Rému, c'est vrai. Il ressemble, mais il est plus distingué. Oui, c'est celui de Gilbert Bécaud. Exactement. Oui, alors en fait, je suis né à Lille par accident, en fait. Voilà, parce que mes parents donc, étaient pieds noirs. Mon père était fonctionnaire. Ouais. Ma mère, elle ne travaillait pas non plus. Et donc, mutation à Lille, choc thermique. Choc thermique, je suis né à Lille. Voilà. Donc, j'aurais dû naître à Oran, je suis né à Lille. Ouais. Mais je suis resté 5 ans. Donc, voilà. Après, je suis retourné dans le sud. C'est pour ça que souvent je dis que je suis né à Lille en Provence, quoi, parce que j'ai passé plus de 50 ans ici et quelques petites années là-bas. Donc on ne se sent pas floué quand on vient voir un spectacle d'Aioli? Ah non, franchement, moi j'ai plus un spectacle au maroilles, quoi. Voilà, aucun souvenir de cette région, qui est une belle région, hein, parce que je suis retourné plein de fois pour le spectacle. Mais de mon enfance, mes premiers souvenirs, ils sont ici. Ils sont ici, même si tu es arrivé ici vers 4-5 ans. Oui, c'est ça. Alors, justement, tes souvenirs d'enfance, c'est dans une fratrie de 3. Ouais. Et alors, quand on a discuté ensemble pour parler de notre soirée pyjama, là, tu m'as dit, moi, j'étais le gueux du milieu. Oui. Tu m'expliques? Et oui, parce que ceux qui font partie d'une fratrie de 3 et qui sont au milieu, ben, ils le savent. Le premier, c'est le petit roi. Le dernier, c'est le petit prince, et toi, au milieu, tu es le petit gueux. Tu vois, c'est-à-dire que les habits, ben, tu n'as pas d'habits neufs, toi, tu prends les habits du grand frère. Quand tu as la chance d'avoir un frère, pas une sœur, tu vois, c'est déjà pas mal. Parce que le plus petit, il est trop petit, il y a trop d'écart d'âge. Et puis c'est le petit dernier, on lui passe tout, tu vois. Il est voilà, quand il veut pas manger ses brocolis, c'est pas grave, mange tes frites, tu vois. Alors que moi, je restais 3 heures devant l'assiette, et s'il n'y avait pas fini les brocolis, je sortais pas, tu vois, tout plein de petits privilèges. Petites injustices comme ça. Mais c'est le petit dernier, c'est le petit dernier. Donc, mais c'est dans toutes les familles comme ça. Voilà, le gueux du milieu. 3 garçons. 3 garçons. Voilà. Tu étais quel genre de gamin, toi? Assez vif. Ouais, je sais pas pourquoi. Assez turbulent, assez gentil, mais vif, quoi. Un peu destru, comme on dit chez nous, hein, tu vois, destructeur, et surtout, voilà. Un brise-fer, quoi. Assez turbulent, voilà. Ouais. Mais le clown, déjà. Le clown déjà. Ouais. Alors ça, c'est important. À l'école, t'étais pas timide du tout? Non. Tu faisais rire les copains? Oui, toujours, mais depuis les premières classes de primaire jusqu'à la fac, quoi. Voilà. Et il y a toujours eu l'humour et la musique, parce que à l'âge de 14 ans, alors c'est le moment où tes parents vont se séparer. Oui. Bizarrement, tu te dis, quand mes parents se sont séparés, j'ai respiré. Qu'est-ce que tu entends par là? Oui, parce que, comme je disais, j'avais un père assez sévère, autoritaire, qui avait une idée de ce qu'il fallait faire au niveau des études, au niveau de la musique, c'était pas bien. Et donc, quand ils se sont séparés, ma mère a pris un peu le contre-pied de ça, et voilà, elle me dit, tu fais ce que tu veux, sur la musique, fais la musique. Je voulais un cyclo, j'en avais pas, parce que mon père ne voulait pas. J'ai eu un cyclo, je ne pouvais pas sortir, je suis sorti, voilà. Donc,
Et elle m'a fait confiance et elle a eu raison parce que j'ai jamais fait de conneries et tu vois, donc c'est important de donner... De lâcher la bride aussi un peu. Et de faire confiance aux enfants. Tu vois, un discours de confiance, alors, je te fais confiance, mais attention, respecte ce qu'on a dit. Et ça, il faut faire ça plutôt que de brider. Mais bon, c'était une ancienne génération, ça marchait un petit peu comme ça à l'époque. Quoi. Voilà. Toi, tu as eu un autre mode d'éducation de ton côté pour les tiens. Ah, mais j'ai fait carrément l'inverse, moi. Trop permissif peut-être, non? Non, j'ai mis un cadre, mais très grand le cadre. Voilà, voilà, il y a un cadre, les enfants, mais il est grand. Mais au milieu, vous pouvez évoluer, mais il y a quand même un cadre. Voilà. Au bout, il y a des trucs à pas faire. On parle pas mal, on lève pas la main, tu vois, quand ils sont tout petits, tu vois. Voilà. Donc, le respect, le travail, la loyauté, voilà, tout ça, c'est important. Donc à 14 ans, tu vas, j'allais dire, te réfugier peut-être un peu dans la musique. C'était aussi un moyen d'évasion, la musique? Oui, alors c'était juste un concours de circonstances un petit peu, parce que j'étais au lycée, je suis rentré au lycée, et on écoutait beaucoup de musique, hein. C'était à l'époque où, tu vois, où il y avait ACDC, il y avait Police, tu vois, donc Supertramp, on était tous là-dedans, et moi j'écoutais beaucoup de musique, et j'étais toujours celui un petit peu qui chantait un peu l'air, en disant « Ouais, mais tu connais celle-là de chanson, ça fait nanana », tu vois, et j'avais toujours ça en moi, et j'avais un copain qui faisait de la guitare, qui était rentré dans un groupe comme guitariste, et qui m'a dit un jour « On cherche un chanteur ». Donc toi qui connais, qui chante tout le temps, ça te dit? Mais j'ai dit, moi j'ai pas fait de musique, hein, je connais pas la musique, j'ai jamais chanté. Et donc j'ai fait un essai, et ils ont été très sympas parce que l'essai était une catastrophe. Catastrophe. Est-ce que c'était un groupe humoristique déjà? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est un vrai groupe de musique, mais après ils me l'ont dit après, ils me disent, écoute, t'étais vachement sympa, et puis on t'a gardé, et puis après moi j'ai travaillé aussi. Et du coup, ben voilà, après j'ai... Ok. Ben, en même temps, si tu n'étais pas complètement au point, c'est normal que le groupe t'ait accepté parce que c'était le groupe At the Street, qui veut dire à la rue. À la rue, voilà. Ça veut même rien dire en anglais parce que je crois qu'à la rue, on dit pas ça comme ça. Mais nous, on a traduit mot à mot et c'est At the Street parce qu'on était à la rue, musicalement, on était vraiment à la rue. Mais il y avait un bon esprit. Ouais, bon esprit. Mais déjà, il y avait de l'humour au moins dans le titre. Et ce sont toujours mes amis d'enfance. C'est vrai. Tu vois, c'est mes plus proches amis, ce sont eux, quoi. Tu les as retrouvés un peu plus tard avec Aioli ou pas? Non, pas du tout, parce qu'il y en a, on était 4, on était 5, il y en a 3 qui ont mal tourné, il y en a un qui est devenu pilote de ligne, un qui est devenu ingénieur et l'autre médecin. Tu vois, donc on est deux. Oui, le seul qui a bien tourné, c'est toi, qui est certain manque aujourd'hui. Avec le batteur, voilà, qui lui a fait une belle carrière de batteur avec Sardou, Pani, Fiori, il a joué un petit peu avec tout le monde, et moi qui continue dans ce one-man show et dans Aioli, Pourtant, tu avais un autre rêve quand tu étais ado, c'était policier, je le disais au démarrage, et tu as eu un problème de taille. C'était quoi ce problème? C'était vraiment de taille? Ouais, j'ai toujours aimé ça. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, putain, ce serait bien de faire ça un jour. Et après ma licence, mon bac plus 2, avant la licence, DUT, et je pouvais passer au concours d'inspecteur. Donc je me suis renseigné et là, je me suis heurté à un mur. Il fallait faire 1m68. D'accord. Et tu mesures combien, toi? 1m65. Ah oui, il était à 3 cm. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Non, c'est complètement idiot parce que d'ailleurs, ils l'ont arrêté. Donc maintenant, il n'y a plus de taille requise. Mais j'ai pas pu faire ça pour ça. Donc je pense que si j'avais eu la taille qu'il fallait, peut-être que je pense que j'aurais toujours continué un peu la musique et le spectacle à côté parce que j'ai toujours fait ça. Mais tu aurais eu un vrai métier, tu aurais mal tourné. Exactement. Un de plus qui aurait mal tourné. Tu vois. Bon, après, pour les voleurs, je pense qu'ils s'en sont pas mal sortis. Quoi, parce que... Oui, non, mais écoute, alors donc, tu te dis, bon, policier, c'est pas pour moi. Tu as une vingtaine d'années. Et là, tu te dis, à quel moment, quel est le déclic pour que tu te dises, je vais devenir artiste? Alors, comme on parlait un petit peu d'autorité parentale, mon père m'a mis dans un secteur technique, dans l'informatique. J'ai fait un bac F3, donc électrotechnique. Ce que je ne voulais pas faire, mais bon, c'était l'avenir et j'ai pas choisi. Donc je me suis mis là-dedans. Comme j'aimais l'école, même si je déconnais tout le temps, j'ai tracé, j'ai eu mes diplômes, donc j'ai eu mon bac électronique, j'ai eu mon DUT, génie électrique à Toulon. Et après, je me suis dit, putain, il faut quand même que je me sorte de là, parce que ça me plaît pas, et deux, je n'étais pas compétent, tu vois. Donc j'ai fait une licence technico-commerciale pour mettre un petit peu un côté commercial sur le technique. Pour être quelqu'un qui va vendre des machines techniques, il faut les connaître, mais plus dans le commercial. Et en parallèle, j'ai commencé à faire du bal et à gagner ma vie un petit peu, une saison, en chantant dans des orchestres de bal. Voilà, chanteur de bal, donc tu chantais absolument tous les titres de variété, etc. Ça, c'est une bonne école, parce que tu passes de Lavilliers à Goldman, tu vois, tu imagines le répertoire en passant par Joe Cooker et par Joe Dassin. Donc ça ressemblait à quoi ta vie à cette époque-là? Études la semaine et bal le week-end? Exactement, beaucoup l'été. C'était beaucoup les balles chez nous, c'est beaucoup l'été. Hein. Donc on en faisait quelques-uns l'hiver, mais les saisons d'été, tu rentrais dans un orchestre, tu répétais toute l'année, et à partir du mois de juin-juillet,
tant qu'il y ait, je sais pas, 30, 40 dates, quoi, dans l'été. On n'arrêtait pas de tourner, tu vois. Et donc, après ma licence Bac plus 3, j'ai attaqué, parce que la suite logique, c'était faire une maîtrise. Ouais. Donc, j'étais à Marseille, à Saint-Jérôme. Honnêtement, tu faisais ça un peu pour faire plaisir aux parents? Ou tu voulais non, déjà moi, je voulais continuer, parce que j'aimais bien les coachs, je voulais continuer, mais j'ai voulu basculer sur une licence commerciale et vraiment une maîtrise commerciale, mais ils n'ont pas voulu, parce qu'ils m'ont dit non, mais écoutez, vous êtes gentil, mais vous êtes dans un secteur, vous y restez, quoi. Et donc, j'ai attaqué la maîtrise, mais là, je ne comprenais plus rien. Ouais. En maîtrise à Saint-Jérôme, je me rappelle. Tu maîtrisais plus. Mais alors là, mais rien du tout, rien. J'ai dit, bon, il faudra faire quelque chose, tu vois. Et dans le même temps, je faisais du bal, et donc, j'ai fait une saison où j'ai gagné bien ma vie sur 2 mois et demi. C'est pas mal. Donc j'ai fait 1 an. Ouais. J'ai dit j'essaye. Et là, ça fait 38. Là. Voilà. Et à quel moment, parce qu'en faisant du bal, tu te dis, bon, je vais me professionnaliser, etc. Tu te dis, tiens, je vais tenter ma chance à Paris. Parce qu'à un moment, assez vite d'ailleurs, oui. tu vas décider d'envoyer ce qu'on appelle la petite cassette à l'époque aux maisons de disques. Ouais. Alors moi, j'ai toujours écrit, en fait. J'ai voulu toujours composer, écrire et créer, en fait. Et même dans le premier groupe que j'avais à The Street avec mes copains, on a fait très rapidement nos chansons. Ouais. On fait des reprises, mais on a fait nos chansons. Et j'ai toujours eu ça. Et même en faisant du bal, j'ai croisé des musiciens, des gens qui faisaient du bal avec moi, mais qui composaient aussi, qui avaient cette fibre de créer. Ouais. Et on a fait un titre qui a été signé chez Phonogramme, à l'époque, oui. Et donc on a fait ce disque qu'on a signé à Paris. Mais pour le signer, il a fallu monter à Paris, faire beaucoup de voyages, et je me rappelle, je me revois avec mon sac à dos, avec plein de cassettes audio, hein. À l'époque, ouais. Ça marchait comme ça, dans les années... Et t'allais faire 80... du porte-à-porte dans les maisons de disques? Ah ouais. Alors, quand j'avais des rendez-vous, j'arrivais à prendre rendez-vous, et quand j'avais pas de rendez-vous, j'essayais de passer quand même. Je connaissais les noms, tu vois, donc j'avais une astuce un petit peu. Si le gars, il s'appelait, je sais pas, Manuel Martin, j'arrivais à l'accueil, je dis bonjour, j'ai rendez-vous avec Manuel. Ouais. Tu vois, ah bon, oui, Manuel, Yves Pujol, ouais. Comme si c'était mon pote, quoi, tu vois. Voilà. Et ça marchait une fois sur 3. Le rendez-vous a été oublié, exactement. Je le faisais tellement avec un aplomb que la secrétaire souvent disait je l'appelle, ou monter au deuxième, tu vois. Au sein de Phonogramme, il y avait une boîte qui s'appelait Avrep, et le patron, c'était Fabrice Aboulker, qui est le compositeur de Marc Lavoine, et c'est lui qui nous a signés. Mais on a été signés en même temps que Florent Pagny, que tu vois, que plein de gens comme ça, quoi. Quand tu dis on, c'était quel groupe? C'était pas Aïoli? Non, c'est moi. Je dis on parce qu'on était quand même une équipe, quoi. Ouais. Tu vois, il y avait un compositeur, il y avait des musiciens qui avaient travaillé, donc voilà. Alors, ce premier titre, il s'appelle Angel. Angel, oui. Ça va donner quoi, en fait? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que tu vas en vendre un petit peu? Ça va te permettre de t'ouvrir des portes dans les médias? J'en ai pas vendu beaucoup. J'ai fait 1 ou 2 télés, dont une à Inagui, je me souviens très bien. Et ça n'a pas décollé comme on voulait. Voilà, c'était ça faisait quoi, Angel, tu te souviens? Où vas-tu, Angel, quand la vie est belle, quand la nuit t'appelle sur les grands boulevards. Ça aurait pu marcher. Ah non, ça marchait bien. C'était bien composé et bien arrangé. Mais ça n'a pas marché. Mais j'en ai vendu quand même pas mal à Toulon. Et je fais une anecdote là-dessus. Il y avait une boutique de disques, un disquaire, on disait à l'époque. Et la patronne s'appelait Nicole, je me souviens, et de temps en temps je passais en disant alors, j'en ai vendu 2, j'en ai vendu 1, parce qu'on faisait beaucoup d'émissions. Ah oui. Tu vois, mais Radio France Provence à l'époque, toutes ces émissions locales, on les a faites. Et donc tu allais tous les jours faire un petit peu la checklist de ce qui a été rendu. Exactement. Et même, je crois qu'on a fait un truc avec Thierry Bézère à l'époque, tu vois. Donc, exactement. Et un jour, je passe, elle me dit oh là là, ça décolle, hier j'en ai vendu 300. Ah, je dis, putain, c'est super, quoi. Tu vois, on est passé de 2 à 300. Ah ouais. Elle me dit, ouais, c'est une dame qui est venue, elle en a pris 300. Je dis, une dame? Et en fait, en rentrant chez moi, c'est ma mère qui les avait achetés, en fait. Oh, trop bien. Ma mère en avait acheté 300. Et elle les vendait, elle travaillait au lycée Bonaparte à Toulon, elle était secrétaire. Et elle les imposait à ses amis en les disant, donne-moi 20 francs. Tu vois, à la pied noir, tu vois. Donne-moi 20 francs. Pourquoi? Donne-moi 20 francs. Voilà, ça se dit, c'est mon fils. C'est mon fils qui chante. Et elle en a vendu 300. Voilà, donc et elle ne te l'avait pas dit, évidemment. Ben non, ouais. C'est l'anecdote. L'étape d'après, une fois que tu es à Paris, tu reviens à Toulon ou tu te dis, tiens, je vais essayer de faire mon trou? Alors, je suis monté à Paris par épisode pour trouver la maison de disque. Une fois qu'on a trouvé la maison de disque, on s'est dit quand même, on a signé un 45 tours, c'est peut-être le moment, tu vois, ça frémit, quoi. Ouais. Donc il faut y aller. Et donc on monte à Paris, et voilà, mais là on rentre dans un petit peu une galère, quoi. Enfin, une galère.
On commence pour gagner notre vie, on fait des pianos-bars, on joue à droite à gauche. Moi, je profite pour prendre des cours de chant avec des profs parisiens, tu vois, c'était important. Okay. Et c'est là également où je rentre au cours Florent. Je profite d'être à Paris parce que comme j'avais fait le conservatoire à Toulon, d'art dramatique, pour le théâtre, je lui dis, putain, je suis à Paris, t'es à Paris, quoi. Donc à Paris, il faut tout prendre. Voilà, donc on fait chanteur, mais acteur aussi. Cours Florent. Donc j'ai pris cours Florent là, et on a fait... on a passé 2-3 ans, et puis après, je suis redescendu en 92, parce qu'en fait, on faisait l'hiver à Paris, mais pour vraiment gagner notre vie d'intermittent, il fallait faire nos cachets pour avoir un statut d'intermittent. On redescendait l'été pour faire du baloche. Voilà, et le baloche, quand tu redescends de Paris, ça te lasse un petit peu au bout d'un moment, parce que le répertoire est imposé, ce sont pas les chansons de ton cru, et du coup, c'est là que tu vas changer d'axe, tu vas faire du piano-bar, et c'est ça qui va être un peu l'antichambre d'Aioli. Exactement. Le groupe. Exactement, parce que le bal, comme tu dis, on ne choisit pas les chansons qu'on chante, on joue 4 heures, on ne choisit pas les musiciens avec qui on travaille, donc ça se passe à 90% très bien, mais à 10%, des fois tu te dis putain, lui je peux pas le supporter, ou il peut pas me supporter, donc c'est compliqué. Quand tu fais un métier plaisir, un métier passion, et que tu es avec des musiciens avec qui tu vois, tu te dis putain, je suis pas à ma place, quoi. Et là, j'ai perdu le côté du pourquoi j'avais fait la musique avec mes copains. Je suis dit non, moi j'ai fait la musique pour m'éclater avec des copains, et d'un coup je me retrouve à faire un métier où je m'éclate pas avec des gens. C'est un travail, quoi. Voilà, et j'ai pas fait ça pour ça. Sinon je continuais mes études ou je faisais autre chose, tu vois. Et donc je lui dis bon, la solution c'est de créer un groupe de piano-bar. C'est-à-dire que piano-bar, au lieu d'être 10 sur scène comme un orchestre, t'es que 4 ou 5. Tu choisis tes chansons, tu vois, et t'es en petite structure, et tu choisis surtout les musiciens avec qui tu vas jouer, quoi. Et donc on a monté ce groupe-là. On a fait une première saison très très sympa, toujours avec des compositions, un petit peu qui arrivaient, mais léger, à Saint-Tropez chez Jean Roch. Voilà, alors comment tu vas rencontrer Jean Roch, comment ça se passe? Parce que c'est quand même le pape des nuits tropéziennes. Oui. C'est comment que tu le... Alors Jean Roch, il avait une boîte qui s'appelait l'Hystéria. Dans les années 92, 93, ça a duré un peu plus longtemps pour lui. Enfin, nous, on a fait une saison. Et il avait donc cette avant-boîte, c'était une avant-boîte en fait. À Saint-Tropez. L'Hystéria, donc c'était un bar où tu venais boire. Mais il y avait toujours un groupe. Et les gens, les fêtards, les jet-setters et les nocturnes venaient dans cette avant-boîte vers 23h, après le resto. Ils passaient 2 heures, 2 heures et demie, et après ils partaient en boîte à 1h30 du matin, 2 heures. Voilà, donc vous au Papagayo ou au bal. Et nous, on était dès le warm-up. Et donc, on a joué là pendant 6 mois. Ok. Et alors, attends, tu dis qu'il y avait les jet-setters, mais il y avait aussi les stars l'été à Saint-Tropez. Ah, il y a tout le monde. Est-ce que tu as une anecdote un peu croustillante avec... tu voyais qui passer par il y avait tout le monde. J'ai vu David Hallyday, Eddie Mitchell, le chanteur d'Inexcess, la famille Monaco, et puis Johnny, il y avait Johnny. Et Johnny, alors Johnny, c'était incroyable. Alors, c'est quoi ta rencontre avec Johnny? Mais je veux dire, moi, je ne vais même pas parler parce que chaque fois qu'il était à l'Hystéria, il était tellement sous, mais tellement, c'est pas sous, quoi. Il tenait pas debout, c'est-à-dire que il était au comptoir avec 2 gars qui le servaient de piliers, en fait. Tu vois, ils avaient les mains sur les bras et ils s'appuyaient sur eux. Et c'était, tu vois, il avait 50 ans à peu près, Johnny, à cette époque-là. Donc, tu vois, dans la force de l'âge, tu vois, mais le soir à Saint-Tropez, quand il arrivait déjà à 11h, souvent. Je me suis dit, il passe pas l'année, hein, Johnny. Je voyais mes copains, j'ai vu Johnny hier. Les gars, profitez s'il passe en concert, allez-y parce qu'il va pas passer l'année. Il a vécu il a duré encore 24 ans de plus, tu vois. Donc c'était vraiment une force de la nature, mais vraiment. Il encaissait, quoi. Il était imposant parce qu'après, ça partait toujours en sucette. Il partait avec sa Harley, cassé, il mettait la Harley, il partait à la Lorada, tu vois. C'était incroyable. Mais c'était une belle expérience. Parce que le groupe que tu as de Piano Bar, là, c'est pas encore Aioli, on est d'accord? Non. Alors, si c'est Aioli. C'est Aioli, mais on s'appelle pas Aioli. Ouais. Je sais même plus le nom qu'on avait. Et c'est Jean Roch qui nous appelait Aioli. Parce qu'on avait une chanson qui retraçait la recette de l'Aioli, en fait. En funky. Et au début même, c'était sur une reprise de James Brown. Okay. C'était pas Get Up, c'est Aioli, 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 Aioli. Et tellement cette chanson marchait bien que tout le monde nous appelait Aioli. Et c'est Jean Roch, le premier, qui quand tu nous dis « Oh les gars, Aioli, demain à 19h, Aioli », voilà. Et donc du coup, dans Saint-Tropez, pendant 6 mois, t'imagines, tout le monde nous appelait Aioli. Et du coup, cette notoriété-là, locale sur le golf, quand on est revenu sur Toulon, elle a été multipliée par 10, quoi. Ouais. Parce qu'on s'est mis à jouer avec Aioli, mais partout, quoi. Tu vois, partout.
Alors, il y a un tournant dans la carrière, c'est en 1998. Oui. L'Arsenal de Toulon est en grève. Et ça va vous faire une publicité monstrueuse. Pourquoi ? Ouais, alors c'était une publicité, mais c'était aussi un peu risqué. En fait, en 97, on a écrit une chanson sur l'Arsenal de Toulon pour avoir toute ma famille à l'Arsenal et pour avoir beaucoup de gens, de copains qui travaillent à l'Arsenal, que les parents travaillent à l'Arsenal. L'Arsenal, chez nous, c'est vraiment une institution. Hein, c'est la Marine nationale et c'est la grosse administration toulonnaise. C'est-à-dire que tout le monde a quelqu'un de sa famille qui travaille à l'Arsenal. Mais à l'époque, à l'Arsenal, il y avait toujours une réputation de « je suis à l'Arsenal, je suis tranquille hein. ». Oui. Je rentre à 14 ans ou à 15 ans, c'est fini. Jusqu'à 55 ans, je suis tranquille. La plupart du temps, je ne fais pas grand-chose. Je mets des trucs dans la voiture parce qu'il y a tout. Il y a l'électricité, la plomberie, la peinture. Tu refais ta maison. C'était ce qui sortait de l'Arsenal. Bah, bien sûr, il y a des gens qui travaillaient vraiment. Oui, mais dans la caricature, c'était ça. On a fait cette chanson-là comme on aurait pu faire sur la Poste ou sur la mairie. C'est une administration. Mais comme c'était la nôtre, j'en ai fait une chanson. Et c'était quoi le titre de la chanson ? À l'Arsenal. Ouais. Oh, à l'Arsenal, on fait que dalle. Voilà. Oh, à l'Arsenal, c'est l'idéal. Tu vois, et donc je lui raconte qu'on sort plein de trucs dans la voiture, qu'on fait rien, qu'on dort. Faire des copains là, avec ça. Ah ben à l'époque, mais alors ce qui est rigolo, c'est que pendant un an, de 97 à 98, ça cartonne dans tous les clubs et dans tous les pianos-bars de Toulon et du Var. Tout le monde chante ça, tout le monde est content, voilà l'Arsenal, même les gens de l'Arsenal rigolent. Tout le monde... Et en 98, on sort l'album. Chez Sony Music, parce que là, on a loupé un épisode, mais c'est vrai qu'avec Aioli, ça a tellement pris d'ampleur qu'on a eu Sony Music qui est venu s'intéresser à nous, à un moment donné, parce qu'on a rencontré quelqu'un de Sony, et il a fait sa petite enquête, il a amené des gens de Sony là, ils ont vu qu'on tournait beaucoup, on faisait 300 concerts par an. Hein. 300 concerts par an. Ben, du coup, on signe chez Sony. Et donc l'album sort en 98. Et 98, grosse grève de l'Arsenal. Il y a des marchés privés, il y a des investisseurs privés qui veulent... L'État a besoin de faire des bateaux et je ne sais même plus le détail du truc. Ouais. Et je me rappelle que ça coûtait, c'était en francs, le devis de l'Arsenal, c'était 36 millions de francs, et les boîtes privées, c'était 6 millions de francs. D'accord. Donc l'État avait dit, on fait ça avec le privé. Alors ça a été levé de bouclier. Et nous, on sort l'album, avec la chanson qui, du coup, est diffusée un peu en radio et tout. Alors là, on aurait dit que c'était la faute d'Aioli si l'État avait choisi le... Voilà. Et donc, ils n'étaient pas très contents, quoi. Il y en a qui voulaient tout nous casser. Ah oui, vous avez des menaces et tout. Ah ouais, des menaces et tout. Ouais. Ok. Donc mais d'une petite frange. Ouais. Petite frange, parce que tout le monde rigolait bien. Mais malgré tout, un bad buzz, ça reste un buzz, même si on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Et ça vous fait connaître. Par exemple, à ce moment-là, le journal de 13h s'intéresse à vous. Exactement. Vous avez la famille princière qui entend parler de vous grâce à votre premier disque. Ouais. Qui s'appelait comment d'ailleurs le premier disque ? C'était... Achète mon disque, c'est ça ? Non, alors Achète mon disque, c'est le disque chez Sony. L'autre, il s'appelait Marshall Aioli. Ouais. C'était une étoile de shérif, tu vois, la police qui revient. Et oui, et ce petit album-là, c'était un EP, on dirait maintenant un EP, 6 morceaux, qu'on a produit nous-mêmes. Il n'y a que 1000 exemplaires, hein, donc c'est un peu collector. Et je ne sais pas comment il a atterri à Monaco, mais la princesse Stéphanie l'a eu, et elle passait ça dans la voiture à ses enfants. Et comme il y avait des chansons sur les cagoles, tu vois, il y avait 2-3 gros mots, 2-3 petites conneries. Ses enfants étaient morts de rire. Et un jour, on a reçu le coup de fil du Rocher en disant « Bonjour, c'est le Rocher, la princesse Stéphanie voudrait que le groupe vienne jouer dans son établissement. » Elle avait un établissement qui s'appelait le Ripley Café. Ok, ouais. Et donc, bien sûr. Donc, on est allé au Ripley Café. Mais c'était vraiment... elle était top de top. Son père était encore là. Son frère était un petit peu, tu vois, l'héritier qui allait suivre. Donc, elle était la petite dernière, ouais. Tu vois, et donc elle était vraiment en mode, elle sortait de Comme un ouragan, tout ça, tu vois, elle fait un peu ce qu'elle veut, quoi, voilà, elle faisait le protocole quand il fallait, mais après c'était la fête, quoi, c'était la fête, elle adorait. Et ce qui était bien au Ripley Café, c'est que tu pouvais tout acheter, la salière, le verre, et moi j'avais un personnage qui cassait tout, en fait. Tu vois, je prenais des assiettes, je dis, l'assiette, ouais. Je dis, combien elle coûte l'assiette ? 20 francs, blah, je cassais tout, tu vois. Et je cassais des chaises même, tu vois. Et le directeur qui était là, il dit, non, il faut pas casser. Hein. Ouais. Et derrière, j'avais Stéphanie, habillée en cagole, qui me disait, casse tout. C'était Stéphanie derrière qui dit, vas-y, casse tout. Et, mais on a eu des souvenirs super. C'est vraiment une belle personne. Ouais. Et vous avez toujours des contacts ? On s'est revus une fois ou deux, puis après bon, le temps fait, puis elle est devenue princesse, depuis que son papa n'est plus là, elle a pris son rôle vraiment, elle a pris sa place au Rocher, c'est normal. C'est la période où tu dis que vous êtes mondialement connu dans le Var ?
Exactement. C'est ça? Exactement. C'est quand on fait 300 concerts par an, le slogan, il arrive tout seul. C'est mondialement connu dans le Var, parce que tout le monde nous connaît dans le Var. Ouais. Et franchement, et même maintenant, enfin, à part les jeunes maintenant, ou les gens qui viennent d'arriver dans le Var il y a 5-6 ans, ils ne connaissent pas. Mais les gens qui sont du Var depuis tout le temps, tout le monde connaît Aioli, quoi. Ouais, mais que dans le Var, hein, tu vas un petit peu à Bouches-du-Rhône, un petit peu, les Alpes-Maritimes, un petit peu, mais à Toulon, tout le monde, quoi. Voilà, donc d'où mondialement connu dans le Var. Et c'est encore valable. Le Zénith de Toulon, ça arrive quand 98, là aussi? Le premier, on en a fait 3. Le premier, 98, voilà. Pour sortir l'album. Premier Zénith. Voilà, parce qu'on a rencontré Paul Ederman à ce moment-là. Ouais. Et donc, avec Paul Ederman, on a fait le Zénith de Toulon. On fait juste un point. Paul Ederman, c'est le découvreur de Coluche, de Thierry Lelouron, de bien d'autres artistes, des inconnus. Le Splendide. Voilà. Donc, Claude François. Claude François. Il s'intéresse à vous parce qu'il y a de la musique, mais parce qu'il y a aussi des sketchs. Exactement. Exactement. Alors, lui, c'est pareil. À un moment donné, on reçoit un coup de fil. Paul Ederman a entendu parler d'Aioli, en fait. Et il se met de mèche avec Sony, donc il devient le producteur, parce que le disque c'était sorti déjà. Mais là, il se met le producteur du groupe Aioli avec Sony Music. Donc ça devient un pilier en plus pour nous très très important, parce que Paul Ederman, franchement, j'aurais jamais espéré signer avec Paul Ederman. Hein. Et donc il prend les choses en main. De là, on fait toutes les télés du PAF de l'époque, toutes. Vraiment. Ouais. Ardisson, Sébastien, Drucker, Lagaffe, Laurent Boyer, enfin, tout ce qui existe où il peut y avoir de la variété, quoi. C'est une super exposition. Ah oui, super. Et du coup, c'est une super pression aussi, ou vous y allez en bah nous, on venait de Toulon et on était ravis. Non, on était toujours dans la déconnade, dans le canton, et pour nous, c'est génial. Et ça ressemble à quoi votre vie à ce moment-là? Parce que vous êtes à la fois dans le Var ou vraiment centré sur Paris? Non, on est dans le Var. On est dans le Var. On joue beaucoup dans le Var, mais on a fait la Boule Noire, qui est la petite salle de la Cigale. Oui. On l'a faite plusieurs mois d'affilée, produit par Paul Ederman. Ouais. Et donc ça a été le déclic pour essayer de faire en sorte qu'Aioli explose à Paris. On a d'ailleurs fait la première partie des Chevaliers du Fiel, à l'Olympia, en 98. C'est là que j'ai connu Éric Carrière et Francis Ginibre. Et on s'est plus quitté depuis. Ouais, et on va en reparler tout à l'heure, parce qu'ils te suivent bien. Exactement. Et tu es dans tous leurs projets. Exactement. Et donc le premier Zénith, 98. Voilà, on a fait 4000 personnes à l'époque. C'était assez surprenant, parce que même le directeur du Zénith de cette époque-là m'a dit, voilà, pour un groupe local. Personne fait 4000 payants, quoi. Voilà. Et donc là, le groupe reste toujours le même. Vous êtes combien là? Alors oui, le groupe du départ a beaucoup changé depuis le tout début. Et là, la première équipe qui va faire le plus longtemps fait 7 ans. On fait 7 ans ensemble. Donc de 97 à 2003 à peu près, 92 à 2003 à peu près. Paul Ederman va vous produire, et à un moment vous allez changer de production, puisque je sais que par exemple vous allez passer dans les mains de Patrick Sébastien, tu vas nous raconter ça, mais qu'est-ce qui vous a appris Paul Ederman, et pourquoi vous quittez à un moment? Alors on a beaucoup appris avec Paul, mais comme ça n'a pas explosé comme il le voulait, je pense qu'il voulait que ça aille vite en fait, tu vois, donc à un moment donné il a un petit peu lâché. Donc il a besoin de résultats plus rapides, c'est ça? Exactement. Donc il a fait ce qu'il fallait. Il m'a dit, bon écoute Aioli, ça décolle pas comme on veut. Mais à ce moment-là, parce que tout est lié, comme il y avait une partie sketch dans Aioli, il me présente un jour à la Cigale Georges Wolinski. Voilà. Okay. Et Georges Wolinski, pour qui j'ai une pensée tendre et affectueuse, me dit un jour il vient nous voir à la Cigale en fait, enfin à la Boule Noire, et il me dit voilà, j'adore quand vous écrivez les sketchs sur les hommes et les femmes, moi-même j'ai des textes sur les hommes et les femmes. J'ai dit bah oui, je sais, oui. Il me dit si vous voulez, on se voit dans la semaine, je vous les montre, parce que j'ai jamais écrit de sketch. Okay. Je ne sais pas comment on écrit des sketchs. C'était surprenant, tu vois, parce qu'il a tout fait. Hein. Il a fait bien sûr des dessins de presse, bien sûr des bouquins, des scénarios de films. Il a fait beaucoup de choses. Ouais, mais Wolinski, on rappelle, hein, mais c'est Charlie Hebdo. Il est d'ailleurs décédé dans les attentats de Charlie Hebdo. Exactement. Il ne devait pas y aller d'ailleurs ce matin-là, et il est allé. Ouais. Et il me dit, mais j'ai jamais fait de sketch, parce que j'ai jamais eu l'occasion en fait. Donc j'ai dit bon ben oui, bien sûr, je serais ravi. Je lui dis bon, il va jamais me rappeler. Hein, et 3 jours après, il m'appelle. Il m'appelle, oui, c'est Georges Wolinski, vous voulez toujours qu'on se voit? J'ai dit, ben oui, c'est moi, je suis ravi. Je suis ravi. Donc j'allais chez lui,
qui est à Saint-Germain-des-Prés, rue Bonaparte à l'époque. Et donc, il me présente des textes, quoi, qui étaient des pavés, quoi, tu vois, des pavés où il y avait c'était tellement riche ce qu'il y avait dedans. C'est drôle. Et dont un qui s'appelait J'adore ma femme, de texte. Et j'ai dit, mais Georges, ça c'est super, hein, J'adore ma femme. Il me dit, ah oui, oui, oui. Et j'ai dit, mais il faut qu'on le travaille et qu'on en fasse un sketch, parce que là, les gens le lisent, mais là, il faut que j'arrive à en parler. Donc, on s'est vu 1 fois, 2 fois, 10 fois, et on a travaillé. Et c'était rigolo, parce que la première fois que j'ai joué le spectacle, et chaque fois qu'il venait, il se mettait dans le public, Georges. Je n'annonçais pas qu'il était là, je l'annonçais à la fin. Ouais. Et il m'a dit, mais c'est incroyable, parce qu'il entendait les gens rire, mais directement de ces phrases. Ouais. Tu vois, de ces sketchs ou de ces phrases. Il y avait un retour direct, ce qu'il n'avait pas dans les journaux ou autres. Ouais, parce qu'avant, il supposait que les gens rigolaient chez eux en lisant le bouquin. Mais là, il entendait, il me dit, mais ça fait un effet, voilà. Et donc, c'était bien. Voilà, et donc, Georges Wolinski qui t'amène, mine de rien, sur du one-man show, parce que tu n'avais jamais fait ça, mais pas du tout. Scène. Mais moi, j'ai jamais été seul. J'ai fait du théâtre avec plein de gens, j'ai fait du groupe avec mes copains, on était là, j'ai fait du bal avec des musiciens, j'ai fait Aioli avec des musiciens. Mais là, en fait, la rencontre avec Georges a fait que on a travaillé 1 sketch, 2 sketchs, 3 sketchs, 4 sketchs, et c'est devenu une part importante dans le répertoire du groupe Aioli. Ouais. Et donc, ça a pris une place très importante. Parce que je comprenne bien, au début, ça ponctuait des spectacles musicaux, ces sketchs. Exactement. Alors, au début, Aioli, c'est 80% de musique et 20% de petits sketchs, d'intervention avec les musiciens. Voilà. Tu vois, il y a une ambiance un petit peu comme Coluche faisait un petit peu avec ses musiciens à l'époque. Voilà. Et la rencontre avec Wolinski fait que de 80% de musique à 20% de sketch, on passe à peu près à 50-50. C'est-à-dire que c'était un format qui n'existait pas. Je ne connais pas des gens qui font ça. C'est-à-dire qu'on faisait 2 morceaux et d'un coup, je faisais un sketch de 3 minutes. Ok. Tu vois, et on repartait. Mais les gens adoraient. Hein, parce qu'ils étaient très hybrides, quoi. Très hybrides. Ils étaient au concert et au café-théâtre en même temps. Donc ils adoraient ça. Chouette. Après, les musiciens de l'époque ont eu envie plus de faire de la musique que du sketch. Donc ils sont partis. Je les ai remplacés par d'autres. Et donc du coup, à un moment donné, on avait beaucoup de sketchs. Il fallait quand même pas que ça prenne 80% du sketch et 20% de musique, sinon Aioli n'avait plus de raison d'être. Donc ce qu'on a fait avec Georges, j'ai séparé la partie sketch pour en faire un one-man show, et Aioli est redevenu 80%, 20% de musique avec 20% de sketch et d'interaction. Okay. Mais à côté est né le premier one-man show, écrit avec Georges Wolinski, qui s'appelle J'adore ma femme. Alors raconte-moi la première fois où tu te retrouves seul en scène, toi qui as toujours un groupe autour de toi. Ça se passe au Quai du Rire. À Marseille. En quelle année ça 2004. Ouais, je m'en souviens toujours. Avec Eliane Zayan. Quai du Rire à Marseille, avec Eliane Zayan. Je vous remercie de m'avoir fait confiance. Ouais, c'était la propriétaire du Quai du Rire. Exactement. Et c'est quoi dans ta tête là, à ce moment-là ? Est-ce que tu es confiant ou complètement fébrile ? Je me suis reposé sur un truc important que m'avait appris mon prof au conservatoire, qui m'avait dit le texte. Après le reste, tu le travailles en plus. Donc je me suis appuyé sur le texte. Le texte, je le savais, mais sur le bout des ongles, tu vois, je pouvais me faire tourner, me faire boire, manger, je le disais, le texte. Et donc le fait d'être costaud au niveau du texte, je suis rentré confiant, parce que je me dis, bon, si ça rigole pas, c'est pas grave, tu déroules ton texte, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait, parce que d'ailleurs au début, j'allais très vite, quoi. Très, très, j'ai tendance déjà à aller vite, mais là, j'allais très vite, parce que... Et après, quand j'ai vu que ça rigolait, j'ai commencé à ralentir un peu, parce que je me dis, ah ben finalement, ça rigole, donc calme-toi, et voilà. Prends ton temps. Mais c'est ça qui m'a fait... D'ailleurs, souvent, quand on me demande des conseils, tu sais, des jeunes, je dis franchement, quand vous montez sur scène, ayez un texte béton. Ouais. Le reste, ça passera. Si vous avez un problème de présence ou quoi, c'est pas grave, ça passera parce que le texte. Voilà. Donc c'est quelque chose de toi, c'est que tu es quand même très bosseur sans doute, parce que pour tu peux pas faire ça si tu bosses pas. Alors au cordeau comme ça. Je suis assez paradoxal parce que je suis autant bosseur que feignasse, tu vois ce que je veux dire. C'est les feignants généralement qui sont de redoutables bosseurs. Exactement. C'est-à-dire que quand il faut bosser, où il y a des trucs où je ne transige pas, quoi. Le texte, je vais le bosser. Je ne peux pas faire autrement que le bosser. Parce que pour moi, c'est ma structure, quoi. Tu vois, c'est mon gros œuvre, le texte. Tu vois. Et après, je fais les finitions, les fioritures. Donc après, je vais peut-être être feignant sur des fioritures qu'il aurait fallu trouver, aller chiner quelques trucs de déco. Je ne l'ai pas fait. Tu vois. Mais par contre, je ne transige pas sur le côté texte. À quel moment Patrick Sébastien vient voir le spectacle et te tape sur l'épaule en disant « Toi, je te produis ». Ouais. Alors c'est fou parce que
mon petit parcours, je parle même pas de carrière, parce que dans mon parcours, j'ai fait vraiment des belles rencontres, quoi. Tu vois, ça a commencé par mon premier producteur qui a produit chez Sony, c'était Gilles Ponce, qui a un domaine de vin à la Londe, qui a été le premier qui nous dit « Olé, je mets des billes, je vous produis », qui lui-même a amené Sony. Sony a amené Lederman. Lederman a amené Wolinski. Et Lederman et Wolinski ont amené Patrick Sébastien. Et Paul Lederman, donc bien sûr, a appelé Patrick Sébastien en disant j'ai un artiste, j'ai un groupe à l'époque, fais-moi faire des télés. Donc Patrick Sébastien, bien sûr, il a écouté, il a trouvé ça génial. Parce que, on est du Sud, 2, il n'y a que des conneries, il y a 2, 3 gros mots, et on fait la fête, on fait des cons. Donc Patrick a dit, putain, j'adore, c'est super, venez dans mes émissions. Donc on en a fait une ou deux. Et du coup, après, quand je me suis retrouvé en one-man show, là pareil, parce qu'entre-temps, j'étais monté à Paris. En 92, je rencontre mon épouse, donc je redescends, donc je revis à Paris. Et après, avec la rencontre avec Wolinski et Paul Lederman, je remonte vivre à Paris en 2006 avec ce premier one-man show en DVD. Et je l'envoie à Patrick, que j'avais connu avec Aioli en fait. Okay. J'ai Patrick, j'habite à Paris maintenant, je fais du one-man show en plus d'Aioli. Ah bon, ouais. Et j'ai fait un DVD que j'ai produit moi-même, mais regarde, c'est les sketchs avec Wolinski, tu connais bien. Ah ouais. Il écoute et il me rappelle, il me dit putain, mais c'est génial ces sketchs, putain, t'es produit par qui? Je dis pas Paul Lederman, pas Paul Lederman. Paul Lederman avait continué à produire le one-man show. Et donc, j'appelle Paul, et donc, du coup, j'ai fait une télé, 2 télés. Ouais. Et quand, à un moment donné, pareil avec Paul, il passe à d'autres choses, on a arrêté la production avec Paul, c'est Patrick qui m'a dit, moi, je te produis. Ok, et donc il arrive. C'était quel genre de producteur, Patrick Sébastien? Un super producteur. Pour l'artiste, c'est un super producteur parce que c'est un artiste, Patrick. Et quand tu es produit par quelqu'un, la différence avec Paul Lederman, qui a produit beaucoup d'artistes, mais qui n'a pas été sur scène. Donc il y a certaines angoisses, certaines contraintes que nous, artistes, on connaît, que Paul ne connaissait pas forcément en tant qu'artiste. Il les connaissait en tant que producteur, mais pas en tant qu'artiste. Alors que Patrick, lui, c'était pas un producteur. C'était un artiste qui produisait, donc c'était différent. Il avait une sensibilité différente. Exactement. Du coup, il était quoi sans doute exigeant, mais il vous laissait libre de beaucoup de choses. Ah oui. Patrick m'a dit, ne va pas sur scène si tu n'es pas content. Si tu sens pas un truc, ne le fais pas, quoi. Oui. Parce qu'il sait très bien que, tu vois, alors qu'un autre producteur pourrait dire, oh non, mais c'est ça qu'il faut faire, fais-le. Ouais. Ah bon? Le problème que j'avais avec Paul, des fois, je dis, mais Paul, non, fais ça qu'il faut faire. Ouais. Et toi, au fond de toi, tu sais que tu sens pas ça. Alors que Patrick m'a toujours dit, si tu sens pas, tu le fais pas. On en discute après, mais tu fais pas. Ouais, il y avait certaines émissions télé que tu voulais faire, Paul Lederman n'était pas forcément OK. Mais Paul, si tu veux, en déconnant, je lui dis toujours, Paul, t'as fait les plus grands et là tu fais le plus petit. Donc tu vois, il a tellement l'habitude de faire des grosses émissions, il a tout fait, franchement. Et ça a été le producteur des années 70 et 80, Paul Lederman. Et donc, il y a des émissions de télé qu'il a pas voulu faire, alors que moi, j'aurais payé pour les faire. Donc, tu étais un peu frustré aussi. Oui, un peu frustré, parce que je me dis, Paul, qu'est-ce que je risque, moi? Je suis pas connu, qu'est-ce que je risque de... Non, mais il voulait pas. Donc alors que Patrick, non, c'est l'inverse. Patrick, c'est bon, ça fait. Voilà, et Patrick m'a produit sur scène au Petit Théâtre des Variétés, donc belle expérience aussi au Théâtre des Variétés, et beaucoup d'émissions avec Patrick, parce que j'ai pas arrêté, j'en faisais au moins 2 par an, quoi. Donc, vraie carrière parisienne. Et tout le temps, pendant l'été, tu revenais au Sud avec Aioli. Et tu tournais alors en alternance les concerts et les sketchs. Exactement, parce que en fait, je gagnais ma vie beaucoup avec ça, quoi. Ouais. Parce que tant que le one-man show n'était pas viable, il fallait quand même que l'été je descende. Et puis comme Aioli, on a juste fait une césure de 1 an quand je suis remonté à Paris en 2006 pour m'installer à Paris avec Paul Lederman. Donc Aioli a continué, quoi. Les musiciens ont bougé, parce que c'est normal, ça fait 33 ans Aioli, donc tu vois, chacun fait sa vie, chacun ses envies musicales, chacun décide d'avoir ses projets perso. Donc les musiciens ont bougé, mais on a la même équipe depuis à peu près 20 ans. Et donc je faisais des allers-retours, l'été ici et l'hiver là-bas. Et j'habitais à Paris, mais je descendais l'été. Avec toujours le même rythme de 300 concerts? Non, beaucoup moins. Beaucoup moins, parce que les 300, on les faisait en fait quand on était toute l'année, en fait. Et comme moi je suis monté à Paris,
j'étais l'année à Paris et je descendais pour l'été. Donc du coup, tu peux pas faire 300 concerts en 2 mois. Donc on en fait toujours entre 30 et 40, quoi. Voilà. Autre rencontre, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, où tu as fait la première partie des Chevaliers du Fiel avec Aioli en 98. Tu vas les retrouver, et ça c'est la dernière grande rencontre dont on va parler. Exactement. Paul Ederman encore. À quel moment, et comment tu les retrouves? Paul Ederman, parce que 98, c'est là où on sort l'album, voilà, et Paul Ederman, lui, vient devenir producteur du groupe Aioli. Et comme c'est Paul Ederman, on fait plein de télé, puis on fait plein de bonnes rencontres. Et le producteur de l'époque des Chevaliers du Fiel s'appelait André Valoir. C'était un ami de Paul Ederman. Okay. Donc, Paul l'appelle, il dit t'as les Chevaliers qu'il connaissait bien sûr à l'Olympia. Moi j'ai un groupe du Sud, ça peut coller. Donc prends-les en première partie. Et donc on a fait la première partie des Chevaliers du Fiel en 98 à l'Olympia. Et grâce à Paul Ederman et grâce aux Chevaliers qui ont accepté aussi. Hein. Voilà. Et tu les as jamais quittés ou presque, parce qu'aujourd'hui encore tu travailles avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Notamment le Festival d'Avignon. Il faut que tu me racontes ça, parce que grâce à eux, tu vas faire le Festival d'Avignon, grâce à Éric Carrière et Fagim. Oui, alors, premier contact à l'Olympia en 98, et puis on se retrouve dans les émissions de télé, sur des plateaux, dans les coulisses, dans des loges, et avec Éric, ça colle. Et il me dit c'est bien tes sketchs, tout ça, c'est sympa. Et puis un jour il me dit mais tu devrais faire des personnages quand même, parce qu'il me dit t'as quand même le truc, la faconde et le truc pour faire des personnages, quoi, tu vois. Donc je dis ouais, mais moi j'ai jamais fait ce que je fais, c'est ce qu'on appelle maintenant du stand-up, c'est-à-dire que c'est toi. C'est moi-même qui m'adresse aux gens en racontant mes histoires, tu vois. Il y a pas de quatrième mur, ce qu'on appelle au théâtre le quatrième mur, c'est-à-dire que je suis en relation directe avec les gens quand je parle. Quand on dit quatrième mur, c'est quand tu vas voir une pièce de théâtre, t'es pas censé voir les spectateurs. C'est ça. Tu vois, tu mets ce spectateurs dans un univers, dans une pièce, eux te voient, mais toi, t'es pas censé les voir, ils n'existent pas. Personnage, et en l'occurrence, là, tu joues plusieurs personnages, c'est ça qu'ils vont t'apporter. En fait. Exactement. Ouais. Et Éric, c'est Éric qui écrit beaucoup, mais Francis m'a beaucoup aidé également, mais Éric m'a dit, j'ai peut-être une idée ou deux de personnages, tu vois. Et on écrit un premier spectacle, qui s'appelle Une affaire de famille, qui raconte l'histoire d'une fratrie toulonnaise, plus ou moins honnête. Donc il y en a un qui est dans les mutuelles, tu vois, un restaurateur sur le port de Toulon, provençal, qui s'appelle Le Pêcheur, et la spécialité c'est la côte de bœuf sauce béarnaise, tu vois, donc c'est que des personnages tous un petit peu mafieux, quoi. Et donc ça s'appelle Une affaire de famille, et ça a bien marché, ce spectacle a bien marché, et puis depuis avec Éric on se voit, et puis j'ai fait des spectacles avec eux, j'ai fait des téléfilms avec eux, et j'ai participé aux 3 films qu'ils ont fait, Repas de famille, et les 3 les deux films sur les municipaux, quoi. Alors, c'est quoi l'ambiance des tournages? Par exemple, les municipaux, pour ceux qui ont vu le film, c'est vrai que ça retrace quand même assez bien, là aussi, avec peut-être un petit peu de caricature, mais on est toujours proche de la réalité. Tu sais, il y a des municipaux qui les croisent et qui leur disent « les gars, vous êtes loin du compte. » Vous êtes encore en dessous de la vérité. Vous pouvez y aller. Hein. Non. Ça décrivait, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est des fonctionnaires de mairie. Un travail d'un peu détendu, quoi. C'est des fonctionnaires de mairie qui sont tranquilles, quoi. Mais c'est très drôle oui, c'est très drôle. C'est fait avec beaucoup de douceur. Hein. C'est ça. Et eux, ils sont vraiment faciles à vivre, quoi. Alors eux, si tu veux des bourreaux de travail, c'est des bourreaux de travail. Ils le sont. Voilà. Et Éric peut écrire. Moi, je l'ai côtoyé. À 5h du matin, il est debout. Et le premier spectacle qu'on a fait ensemble, Une affaire de famille, on est arrivé. Moi, je suis arrivé à Toulouse le jouer. À Toulouse, on avait 2 sketchs. J'arrive. Il me dit, tu joues le samedi. Et j'arrive le mardi, mais on avait 2 sketchs ou 3 sketchs. Et il m'a dit, viens le samedi ou le dimanche, tu joues, on répète mardi, et à partir de mardi, tu joueras samedi. Je dis, mais Éric, on a 3 sketchs. Il dit, t'inquiète pas, tu les auras. J'arrive le dimanche, on discute un petit peu. Le mardi, on commence à travailler. Je lui fais les 3 sketchs, on rectifie. Il me dit, bon, demain, on fait tel sketch. Ah, je dis, mais tu me l'envoies quand? Demain matin. Le matin, à 5h30, j'avais le sketch, quoi. Ah, d'accord. J'arrivais à 9h au théâtre, on le travaillait. On travaillait, il me dit, demain, t'en as un autre. Ah bon? Et le lendemain, à 5h30, alors là, j'ai saigné. Il dort jamais? Ah non, il dort jamais. Et j'ai saigné parce que là j'ai travaillé 9 heures d'affilée. Et il me dit, bon, j'ai un rendez-vous, je reviens.
travaille ça. Putain, je revenais, il fallait que je lui montre tout ce que j'avais fait. Et le samedi, on a joué, c'était un carton. Wow. C'est incroyable. Non, Eric est incroyable. Et tu as la sensation qu'il te tire vers le haut aussi, mais complètement. Qui t'a vraiment appris. Qu'est-ce qu'il t'a appris Il m'a appris déjà à jouer des personnages, à prendre confiance. Ouais. Parce que je pouvais les jouer, j'avais ça en moi. Mais il faut quelqu'un qui te sorte ça, qui te dise t'es capable de faire ça. Et donc ça, voilà, il m'a apporté cette confiance-là. Et il m'a apporté aussi cet univers-là qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde, des personnages du Sud, un petit peu en couleur. Et Francis aussi a été très important parce que c'est vraiment... au niveau d'écriture, la mise en scène, toutes ces créations, c'est Eric. Hein. Ouais. Mais Francis, voilà, il m'a accueilli à bras ouverts aussi dans leur duo et je les en remercie encore aujourd'hui. Et on va te retrouver peut-être prochainement dans un projet de film avec eux. Ouais, j'espère, parce que dès qu'il y a une possibilité, Eric m'a dit, dès qu'il y a une possibilité, tiens avec nous. Et depuis 20 ans, plus de 20 ans qu'il me dit ça, à chaque fois c'est vrai. Quoi. Ils t'ont jamais lâché. Ouais, jamais. Il y a une vraie fidélité. Comme Patrick Sébastien, comme Patrick. Tiens, on parle d'un homme de télé, on va parler de toi, homme de télé, parce que sur France 3, région ici, Provence-Alpes-Côte d'Azur, tu y es depuis combien d'années maintenant ? Ça fait 6 ans, je crois, 5-6 ans, ouais. 6 ans, avec Parlez-vous le Sud. Ouais. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu, parce qu'il y a quand même 60 millions de vues sur Facebook. Sur Facebook. En gros, c'est quoi si tu devais définir en une minute, c'est sur une idée de France 3. Hein, Éric Mallet m'a contacté un jour pour me dire on a une idée avec la chaîne. C'est en une minute de parler d'un mot d'argot provençal. Hein, c'est pas du provençal pur, mais d'argot provençal. En une minute, l'expliquer et donner la racine et expliquer les significations. Et donc, ça fait 5-6 ans qu'on fait ça. Ouais. Et c'est le format, en une minute, on explique un mot. On explique d'où il vient, ce qu'il veut dire, et quand il a plusieurs sens, expliquer les sens divers de ce mot. Défi, on est dans le décor d'une chambre de colonie de vacances. Je ne sais pas si ça t'inspire, les lits, par exemple, ce serait quoi le mot que tu pourrais nous expliquer là ? Alors là, si je m'allonge un petit peu et que je mets la tête sur l'oreiller, je peux, tu vois, avec les mains comme ça, je peux facilement me faire un petit pénéqué. Un petit pénéqué. Un pénéqué, tu vois, un pénéqué, c'est un mot issu du provençal, de pénéka. Pénéka qui veut dire en provençal sommeiller, se reposer, sommeiller, siester, tu vois. Ouais. C'est faire la sieste. Un pénéqué, c'est une petite sieste, un somme réparateur, souvent après manger, souvent après l'aïoli et un petit rosé sous l'olivier. Tu fais un petit pénéqué, tu vois, tu as souvent les mains sous le ventre comme ça, et puis tu fais un pénéqué. Écoute, merci beaucoup. Et donc ça se retrouve sur les réseaux sociaux, mais aussi sur exactement, la chaîne, exactement, sur Facebook, tout ça. Voilà, et sur l'internet de France 3 PACA, notamment. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Ton actualité en ce moment, ce sont tes spectacles qui tournent. Alors il y a évidemment avec Aïoli et puis tes 4 spectacles. Oui, j'ai 3 spectacles et un best-of. Ouais. 3 et un best-of. Oui, c'est toi. Ça tourne un petit peu partout. En France, et si on veut avoir la programmation, tu as un site internet. Sur yvespujol.com, www.yvespujol.com, et pour Aïoli, www.groupeaïoli.com, voilà, c'est tout simple, et Aïoli, ce sera à partir du mois de juin, quoi. Pour retrouver ton actualité, merci beaucoup. Merci à toi, merci pour ce bon moment. C'est pas terminé, parce que c'est pas fini, on a les questions de la table de chevet. Ah oui. Alors, dans ta chambre, généralement, c'est plutôt bien rangé au cordeau, ou alors joyeux bazar? Depuis que je suis marié ou quand alors j'étais pas marié. Alors pas marié, c'était un joyeux bazar. Ouais. Parce que je trouve que moi, je trouve mon côté ordonné, il est dans le bazar. D'ailleurs, bon, la chambre c'est commun, mais mon bureau qui est personnel, c'est un bazar. Mais dans mon bazar, je m'y retrouve. Tu t'y retrouves, voilà. Oui, comme tous les bordéliques, tu te retrouves. Je sais, parce que voilà, je crée un peu partout, un peu tout le temps, donc je sais, tiens, j'ai commencé ça, mais je sais où je vais. Mais dans la chambre, c'est carré. Hein. Voilà, ok, oui, ça c'est grâce à madame. Tu es genre couche-tard ou lève-tôt, toi? Je suis couche-tard. Ouais. Couche-tard, lève-tard. Couche-tard et lève-tard. Mais par les obligations du métier, les rendez-vous et tout ça, je suis souvent couche-tard, lève-tôt. Un rituel avant de t'endormir? Je lis pas assez. Ouais. D'ailleurs, mon épouse me le dit souvent. Moi, je lis 3 pages et je m'endors. C'est un bon somnifère. Hein. Oui. Ouais, non, j'ai pas de rituel particulier. Non.
Ouais. Je bois un coup d'eau et c'est bon. Bon, si tu t'endors, c'est peut-être que les livres sont pas intéressants non plus. Si, mais c'est moi. Tu vois le côté feignasse. Voilà. Là, Okay. c'est moi qui suis feignasse. Ça te rebute, tu dors. Ouais, mais il faut que je lise. Le matin au réveil, tu es plutôt bonne humeur communicative ou ours ricoré la tendance? Ouais, non, moi je me lève et c'est parti. C'est parti. Ouais. Je souris, je branche s'il faut brancher. Je parle beaucoup, je mets la musique. Voilà. Et puis je me lève d'un coup. Il faut avoir la personne en face qui correspond. Madame est du même genre? Oui, mais elle a toujours un petit quart d'heure après elle. Donc tu vois, le temps. Moi j'ai déjà pris la douche, elle est encore dans le lit. Mais voilà. Elsa, si tu nous regardes. Ouais, c'est ça. Enfin, l'anecdote gênante que tu n'as jamais racontée ailleurs et que tu vas nous livrer ici et maintenant. Ah, j'en ai. T'en as plein? J'en ai plein en fait, ouais, j'en ai plein. C'est gênant, c'est vraiment gênant. C'est une fois en spectacle, je jouais devant une salle, il y avait 200-300 personnes, tu vois. Et j'avais un couple devant, mais qui me regardaient un petit peu bizarre et qui rigolaient pas, quoi, mais vraiment pas, quoi, tu vois. Ouais. Alors tu te dis, bon, première vanne, il n'a pas capté, 2, ça les fait pas rire, 3. Mais tu sais, dans un spectacle, on a toujours des vannes incontournables. Tu sais que quoi qu'il se passe, que tu es des jeunes, des pas jeunes, qu'il pleuve, qu'il neige, ces vannes-là, ça rigole. Ouais. Même si tout le monde rigole pas, mais t'as toujours, tu vois, mais tu le sais, c'est des piliers, tes vannes piliers, quoi, tu vois. Et je lui dis, c'est pas grave, bon, moi, ça. Et sur ces vannes piliers, rien, quoi. Tu vois, alors après, je commence à me faire un film, tu vois. Je dis, mais peut-être qu'ils m'en veulent, peut-être que c'est des gens de l'Arsenal, tu vois, peut-être qu'ils se disent, ouais, tu vois, on va un peu le défier, l'emmerder pendant 1h30, tu vois. Et vraiment, ça montait, parce que tu peux avoir 3000 personnes, tu vois que. Tu vois, t'as 3000 personnes qui rigolent, t'en as 2 qui rigolent pas devant, tu ne vois que. Et parce que tu cogites, et pourquoi ils rigolent pas, tu vois. Et je suis sorti de scène, mais vraiment, putain, mais. Je dis, je vais pas les voir, sinon je vais pas être gentil avec, tu vois. Et je vais voir la directrice du théâtre. Elle me dit, ah, c'était cool, c'est super, c'est bien passé. Je dis, ouais, super. Sauf les 2 devant, là, je vais les gifler, quoi. Ils ont pas décroché un sourire, quoi. Elle me dit, ah non, mais eux, c'est des Hollandais, ils comprennent rien. Ils sont là à tous les spectacles. Mais ils comprennent pas le français. Oh, putain. Je me dis, dis-moi-le. Ne les mets pas au premier rang. Dis-moi-le. Ils veulent être au premier rang. Oh là là. Mais ils comprennent. Alors, peut-être qu'il y a des spectacles visuels qui leur parlent plus, tu vois. Mais moi, ils viennent à tous les spectacles et ils sont devant. Ils sont abonnés, c'est ça? Ouais, voilà, c'est les habitués. Mais j'ai mis, dis-moi là, j'ai fait des gouttes pendant 1h30, j'étais trempé, je me suis monté la pression. Et ça t'atteint encore, ça, le fait que la salle ne réagisse pas comme tu le veux? Parce que les autres criaient quand même. Ah mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr, mais t'en as 2, mais rien. Ouais. Tu vois, il y en a des fois, ils rigolent beaucoup, d'autres un peu moins, d'autres qui esquissent un sourire, parce que chacun a sa façon de rire. Hein. Mais tu te dis, sur 1h30, rien. Ah, c'est pas possible, quoi. Il y a un problème. Après, tu me dis, peut-être que les mecs m'en voulaient, hein, peut-être, tu vois. Mais non, elle me dit, non, mais je t'ai pas dit, c'est des Hollandais. Ils sont là à chaque spectacle, mais ils comprennent pas le français. Je dis, putain. Anecdote gênante validée. Merci beaucoup, Yves. Merci, Eric. Merci à toi pour ce moment sympathique. Et c'était vraiment très, très agréable de partager une soirée pyjama. Ouais. Petit-déj, non? Eh ben, écoute, petit-déj. OK. On fait ça ou soupe à l'oignon, ça dépend à quelle heure vous regardez l'émission. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine sur YouTube, France.tv. Et si vous voulez avoir toutes les dates d'Yves Pujol, eh bien, c'est sur yvespujol.com. Et merci à France TV, parce que depuis le début, ouais. On est complices et voilà. Merci à vous. Mais c'est mérité. C'est mérité. Merci et à très bientôt. Salut. Salut.